Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Ce mardi, nous parlons d'un décryptage du Mali où l'armée bat en retraite de ses positions isolées après des attaques djihadistes. La pression djihadiste grandit, obligeant les forces armées maliennes à se replier des positions les plus avancées, quitte à laisser le terrain aux groupes armés terroristes et à abandonner les positions civiles. Ce ne sera pas un repli et surtout pas une retraite, mais les militaires maliens ont bien abandonné plusieurs positions dans le sud-est du pays suite à l'attaque meurtrière lancée par les djihadistes contre le poste d'Indeliman qui a fait plus d'une cinquantaine de morts le 1er novembre dernier. Et mardi dernier, c'est la position d'Anderamboukan qui a été évacuée. Les militaires ayant peu après rejoint la ville de Ménaka à une centaine de kilomètres au nord-est. On va y voir plus clair avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. L'armée malienne bat en retraite. Est-ce qu'on doit se dire simplement que c'est un repli tactique ou c'est une fuite? En fait, dire que l'armée a fui, ce serait difficile à entendre, mais il faut regarder les choses comme elles sont. C'est ça la réalité. Et ce n'est pas la première fois. Plusieurs fois, les djihadistes ont attaqué des postes de l'armée malienne, pas seulement les djihadistes, au préalable même les Touaregs également l'avaient fait. Et l'armée malienne avait effectivement battu en retraite parce que nous ne pouvons pas opposer la résistance qu'il faut à ces forces-là. À l'époque, souvent les femmes des soldats et autres avaient même manifesté pour réclamer qu'on donne des moyens à ces soldats pour leur permettre de se défendre d'abord eux-mêmes avant de pouvoir défendre les populations. Mais bien sûr, le président de la République, d'état-major malien, ne peuvent pas parler de battre en retraite. Eux, ils parlent de repli. Oui. Donc, quand on les écoute, c'est plutôt une stratégie. Les forces étaient un peu dispersées. On veut regrouper ces forces, puisque c'est de ça que parle l'état-major. Il parlait de regroupement des unités qui sont isolées. Mais dans les faits, puisque tout le monde a suivi les attentats de Boulkessi, Mondoro et le dernier attentat dont vous parlez, qui a fait qu'on s'est rendu compte que sur certaines zones, non seulement l'armée malienne n'est pas en mesure de contrôler l'espace, mais l'armée malienne a même du mal à la limite résister à une attaque des djihadistes. Et dans ces conditions, effectivement, ceux qui sont dans les coins les plus reculés, c'est comme s'ils sont exposés aux djihadistes. Le repli, c'est vrai, tactique, il sera stratégique, mais il sera en même temps aussi un abandon de postes avancés. Et ça, c'est comme si les djihadistes qui ont obtenu, même si c'est une petite victoire, ça sera pour eux une victoire déjà. Alors, qu'est-ce qui a pu quand même amener cette armée qui est supposée être au front, combattre la menace, à envisager de se replier? Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que le Mali est un vaste territoire. Et malheureusement, comme ça l'est dans beaucoup de nos pays en Afrique, il y a des espaces où, en termes de sécurité, il n'y avait pratiquement rien. C'est l'intervention des groupes armés terroristes qui a amené l'armée à vouloir s'installer au niveau de certaines zones. Donc c'est une installation qui est là, qui est liée à la présence des groupes armés terroristes. Ce n'était pas une zone qui avait été organisée sur le plan militaire, où on dit que ici c'est la zone militaire numéro tel, etc. Ce n'est pas le cas. Ça fait que l'installation, non seulement elle est récente, mais le plus souvent, elle ne s'est pas faite avec tout ce qu'il faut. Ça c'est les deux raisons. Il y a la taille du territoire, comment mettre des militaires partout, c'est un problème, il faut le reconnaître, et il est objectif. Le deuxième problème, c'est que c'était des prépositionnements, en quelque sorte, pour aller un peu vers ces terroristes. Mais il y a quelque chose qui manque dans ce prépositionnement. Quand on sait qu'on a mis des militaires en avant, il faut qu'il y ait de l'arrière des gens qui sont prêts à venir en renfort à tout moment et qui puissent arriver à temps. Et cela a toujours manqué, parce que quand on tue 53 personnes et que le renfort n'arrive pas, ça veut dire qu'il y a problème. Ici, certains ont replié sur Ménaka, 100 km. Bon, si c'est par voiture qu'il faut venir, on a beau accélérer, on n'arrivera pas au moment où les gens sont en train de faire leur sale besogne. Et malheureusement, il n'y a pas ces routes et autres pour pouvoir rouler rapidement. Il faut imaginer combien de temps ça doit prendre si ce n'est pas par la voie aérienne.
Alors, mais aujourd'hui, l'armée elle-même dit qu'il n'est nullement question d'abandonner les populations, mais on a abandonné la zone. Mais de fait, il y a un abandon des populations. Quand on se replie sur 100 km, puisque ceux qui retournent à Ménaka se replient sur 100 km. Les 100 km qu'on a laissés, plus ce qu'il y a devant, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est les groupes armés terroristes, et pas seulement les groupes armés terroristes, les trafiquants en tout genre également qui sont dans qui pullulent au niveau de ces zones. C'est eux qui finalement vont devenir maîtres de ces espaces. Alors que c'était un des reproches qu'on faisait à l'armée malienne, les gens-là agissaient librement parce qu'il y avait des espaces du territoire malien qui n'étaient pas sous le contrôle ni des militaires maliens, ni de la MINUSMA, ni du G5 Sahel. Et c'est ça qui donnait à ces gens toute la latitude de pouvoir faire des exactions sur les populations. Après, on est là juste pour constater les dégâts, dénoncer, mais ça ne suffisait pas. Donc, de fait, il faut le dire, les populations ont été laissées entre les mains des groupes terroristes et des autres trafiquants qui sont dans cette zone. Alors, on se rappelle, après l'attaque d'Indeliman, le président Ibeka s'était exprimé, il avait dit avoir instruit l'armée à l'élaboration d'un nouveau concept opérationnel qui donne une part importante à l'offensive. Mais le repli, ce n'est pas de l'offensive. Oui, mais en fait, d'un point de vue diplomatique, et puis c'est lui le président de la République, le président ne peut pas venir dire aux gens, bon, nos forces de défense et de sécurité qui sont dans des zones isolées, nous ne sommes plus en mesure de les maintenir là-bas. Il faut qu'on les ramène et qu'on les regroupe. Quand le président le dit, c'est comme si c'est un aveu d'échec. Donc, il faut présenter la chose comme un changement de tactique, un changement de stratégie. Et c'est pourquoi il parle d'offensive. Espérons qu'il y aura véritablement des offensives et qu'à partir des zones où on a regroupé les forces de défense et de sécurité comme Ménaka, les gens vont repartir vers là où se trouvaient les postes pour aller à l'attaque par rapport à ces groupes armés terroristes et les empêcher de continuer leurs exactions sur les populations. Parce que si ce n'est pas le cas, ce que beaucoup de gens craignent, ce que les réseaux sociaux avaient dit avant que le discours officiel du président ne vienne et de celui du chef d'état-major, c'était ça. Les gens sont partis laisser les populations à la merci des groupes terroristes. Alors là, on voit, c'est l'armée malienne qui se replie. On se rappelle, le G5 Sahel également avait été obligé de se replier. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas une première dans la zone. On a vu le G5 Sahel qui allait installer son quartier général à Sévaré. L'option était extrêmement bonne pour quelqu'un qui connaît le Mali. Moi, je suis passé par Sévaré, je suis passé devant même la porte du quartier général à l'époque du G5 Sahel. Mais ce quartier général a été ramené à Bamako. Alors que le front n'est pas à Bamako. Donc, il y a un problème également à ce niveau. Quand le général mauritanien qui avait pris la décision a pris cette décision, même au niveau de Bamako, les gens avaient marché en disant non, ce n'est pas ici qu'on a besoin des militaires, c'est au front qu'on a besoin des militaires. Ça pose un problème. Ils sont combien, ces groupes armés terroristes? Ils ont combien d'hommes? Qu'est-ce qu'ils ont comme armes pour pouvoir tenir tête à 4500 soldats de Barkhane, 13 000 de la MINUSMA, 5 000 qu'on attend de G5 Sahel, plus l'armée malienne et d'autres Américains, Allemands et autres qui sont également sur le territoire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il y a cette question qui se pose. Ou bien est-ce que c'est l'éternel problème, puisque ce problème a été posé depuis longtemps? Vous avez des groupes qui sont là, aucune coordination entre Barkhane, MINUSMA, G5 Sahel, armée malienne, chacun est en train de faire ce qu'il fait. Mais le risque aujourd'hui, c'est que, puisque l'armée malienne se replie, et de là où l'armée malienne se replie, c'est la frontière du Niger, c'est la frontière du Burkina Faso. Mais est-ce que ces deux pays ne vont pas avoir le même réflexe que le Mali? En disant, ah bon, comme le Mali veut s'occuper de son territoire, il ne s'occupe plus. Parce que quand on parlait de G5 Sahel, c'est parce qu'on considérait que l'affaire n'était pas seulement une affaire malienne. Mais si les Burkinabés disent, nous également, nous avons des attentats chez nous, on se replie sur notre territoire. Pire même, on fait ce que les populations du Burkina demandent depuis fort longtemps, que les militaires burkinabés qui sont au Mali reviennent pour défendre le Burkina avant d'aller défendre un autre pays. C'est le G5 Sahel qui risque de tomber à l'eau. Pour moi, dans cette stratégie, il y a un danger, parce que c'est comme si le Mali est en train de laisser les autres pays, puisque les terroristes traversent ces zones-là. Pour entrer au Mali, pour entrer au Burkina, pour entrer au niveau du Niger, il fallait que les armées coordonnent et qu'il y ait de part et d'autre
des forces pour pouvoir empêcher cette façon qui permet aux terroristes de taper dans un pays et puis d'aller se réfugier dans un autre pays. De toute façon, on l'a vu clairement au niveau du Mali, l'une des principales cibles des terroristes, ce sont les militaires. Même s'ils se replient, ils vont être poursuivis. Mais c'est clair, on a vu des gens aller à Ouagadougou, en plein cœur de la capitale, attaquer l'ambassade de France, attaquer le quartier général de l'état-major des armées au niveau du Burkina Faso. Mais ces attaques-là sont claires et nettes en termes de cible. Et elles sont également significatives en termes de message. C'est ce qui s'est passé au Mali. C'est ce qui se passe de plus en plus également au Burkina, tout comme sur une partie du Niger, des postes de gendarmerie, des postes de commissariat que les gens attaquent, y compris également pour pouvoir prendre les armes et des véhicules, des munitions, etc. Mais en ce moment, il faut que les gens voient qu'il y a un message clair qui est là, et comme le disait un général français spécialiste à la matière, c'est les terroristes qui sont en train de prendre l'initiative, alors que c'est les armées qui sont sur le terrain qui devaient prendre l'initiative pour empêcher aux terroristes d'avoir le temps de s'asseoir quelque part, de concevoir et de mettre en œuvre une action en termes d'attaque contre des populations civiles ou contre une institution militaire. Mais c'est clair, moi c'est ce que je dis actuellement, il faut qu'on change de langage. On n'est plus en face d'un problème de sécurité, on est en face d'une guerre. Parce que ces gens-là, ce qu'ils font, ce n'est plus un problème de sécurité maintenant, c'est carrément la guerre que ces groupes armés terroristes cherchent en venant attaquer carrément l'armée malienne ou bien l'armée du Burkina. Il faut que les gens prennent la mesure de la chose et que les gens préparent la riposte qu'il faut pour empêcher à ces gens de se retrouver en position de force quand on les laisse avec des territoires immenses, comme c'est le cas actuellement au Mali. Mais cette stratégie de repli, est-ce qu'on ne peut pas dire que, puisqu'on connaît les velléités de l'organisation de l'État islamique, qui veut un État véritablement même sur une surface géographique donnée, est-ce que ça ne lui laisse pas ce champ-là? Oui, mais c'est un peu la question qu'on se pose. L'État islamique s'était installé en Irak, en Syrie. Aujourd'hui, il est clair qu'ils ne sont installés ni en Irak, ni en Syrie. Ils ont quoi? Ils ont essayé en Libye. La Libye a coordonné avec la Tunisie, puisqu'à un certain moment, ils ont même essayé de s'installer sur une partie de la Tunisie. L'armée tunisienne n'a pas joué en essayant de faire quoi que ce soit. Ils sont venus dégager les gens. Mais aujourd'hui, si l'État islamique peut avoir un territoire dans cette zone, mais ils ne vont pas refuser. Parce qu'ils en ont besoin. Puisqu'aujourd'hui, ils n'existent plus sur la carte de façon véritable. Et comme c'est des zones déstabilisées, c'est le genre de zone où ils peuvent venir s'installer et imposer leurs lois. On l'a vu avec les premières actions, avec les Moujaou et autres, quand ils ont pris une partie du Mali, tout ce qui a été fait. L'État islamique en a besoin, et ce n'est pas l'État islamique qui va dire non quand on lui dira qu'au Mali, nous avons aujourd'hui une zone de je ne sais combien de centaines d'hectares où nous pouvons nous installer notre base, puisque les armées ont quitté cet espace. L'État islamique ne va pas refuser. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va marquer maintenant la pause et nous allons recevoir l'invité de ce mardi.